J'ouvre la discussion générale. Monsieur Arnaud Richard, pour le groupe UDI, vous avez la parole pour 10 minutes. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues, nous voilà réunis pour la troisième fois pour ce projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année 2013. Après un parcours chaotique qui n'a pourtant laissé aucune trace, ce texte va faire ainsi un ultime passage dans cet hémicycle très rapide. À ce stade de la discussion, la procédure législative le veut ainsi. Elle a au moins le mérite d'abréger les souffrances de l'opposition devant votre refus systématique de tout amendement. Aucun amendement, sauf erreur de ma part, de l'opposition parlementaire n'a en effet été accepté, si ce n'est un quelconque rafistolage, mais je peux me tromper, mes chers collègues, de l'article 15. Bref, après 3 échecs, 2 au Sénat et 1 en CMP, l'entonnoir parlementaire prend le relais du laminoir gouvernemental. Je vous vois sourire, Monsieur le Ministre. Votre déconvenue sénatoriale réitérée n'est pas seulement l'effet d'un jeu politicien dans vos rangs. Cela tient bien évidemment aussi à vos méthodes de dialogue, dont on entend parler partout et que l'on n'éprouve nulle part. Et sur le fond, cela me semble tenir aussi aux mauvaises orientations de ce texte, ce qui n'a d'ailleurs pas échappé non plus à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, à la Caisse nationale d'assurance familiale, aux internes et aux médecins eux-mêmes. Bref, vous avez réussi à vous mettre quasiment à dos toute la profession. Nous sommes d'autant plus désolés de cette situation que le travail réalisé au sein de la Chambre haute a été, vous en conviendrez volontiers, je le pense, d'une particulière exigence, d'une qualité remarquable, notamment sous l'impulsion des sénateurs du groupe UDI. Et finalement, ce travail se retrouve pratiquement réduit à rien par le seul fait du trait de plume qu'une partie de votre majorité sénatoriale vous a lancé pour vous signifier un désaccord de fond qui déborde sans doute aussi de cette seule discussion. Il est bien dommage que l'intérêt partisan ici porte ainsi préjudice à l'intérêt général. Il est vrai que ce n'est pas facile de satisfaire tout le monde quand, comme vos prédécesseurs, il vous faut trouver le juste équilibre entre des mesures indispensables et résolues de nature à rétablir nos comptes sociaux et un projet politique qui, d'une façon ou d'une autre, parle de justice aux Français devant l'accès à la santé. En l'espèce, vos partenaires politiques et les Français eux-mêmes pouvaient s'attendre à un projet absolument nouveau, au bénéfice de la récente alternance politique et compte tenu de la profusion des critiques que vous adressiez des bancs de l'opposition à la majorité précédente. Il y a bien eu quelques échanges un peu vifs, à un moment ou à un autre, et je veux saluer l'effort particulier de Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales, qui, avec le tempérament qu'on lui connaît, s'est néanmoins efforcée, dans la limite des contraintes de liberté que sa charge lui assigne, d'économiser la langue de bois et les pics inutiles. Pour autant, nous en sommes globalement restés aux mêmes postures, finalement, beaucoup de bruit pour rien. Car force est de constater, mes chers collègues, malheureusement, que votre projet est d'abord un acte de gestion et de mauvaise gestion. Je regrette de devoir le rappeler. Votre choix comptable, notamment sur un Ondam à 2,7%, ne permet pas d'imaginer un retour à l'équilibre en 2017 comme promis. La Cour des comptes préconisait un Ondam à 2,4%. Nous sommes donc à 600 millions d'euros du compte, avec un montant de 175,4 milliards d'euros de déficit en 2013, soit 4,6 milliards de plus qu'en 2012. Et vous savez parfaitement que tout cela se fait sur une base erronée. Il n'y aura ni croissance à 0,8, ni contrainte de la masse salariale. Autrement dit, vous savez d'emblée que même cet Ondam à 2,7% ne sera pas atteint. Vous donniez des leçons à vos prédécesseurs, charge à vous d'en assumer les conséquences. Pourtant, vous venez de sortir de la dynamique vertueuse qui avait permis de ramener le déficit du régime général de 23,9 milliards en 2007 à 17,4 en 2011, avec une prévision à 13,3 milliards d'euros à la fin 2012. Ce que vous ne maîtrisez pas d'un côté, vous le prélevez très rudement de l'autre.
Et quoi que puisse en penser M. Paul, c'est un PLFSS saigné comme à l'époque de la médecine de Molière. Et souvent, le malade mourait guéri. Mais je crois que cela n'est pas un espoir raisonnable. Nous ne nions pas la nécessité d'efforts particuliers, mais nous contestons votre façon de les polariser sur notre outil économique, non pas les grandes sociétés ou les grands financiers, mais les petites entreprises, les artisans, les commerçants et les professions indépendantes, autant de Français et des classes moyennes qui créent en silence la richesse de notre pays et acceptent résignés aujourd'hui de se transformer en vaches à lait. Ce que vous faites aujourd'hui portera immanquablement des conséquences sur la compétitivité et sur l'économie de notre pays. On nous avait pourtant dit que les classes moyennes seraient épargnées. Au bout du compte, après les 7,2 milliards d'euros de la loi de finances rectificative de juillet, les 20 milliards d'euros de la loi de finances, on nous présente une nouvelle facture qui s'élève aujourd'hui à 3,4 milliards d'euros de taxes nouvelles. Et nous ne pouvons accepter les 700 millions d'euros prélevés sur les retraités. Nous nous opposons à la hausse des cotisations sociales des auto-entrepreneurs pour les allier sur le régime des professions indépendantes, alors que dans le même temps, mes chers collègues, l'article 71 du projet de loi de finances pour 2013 prend comme argument pour supprimer l'exonération des cotisations de première année des professions indépendantes le fait qu'elles peuvent bénéficier du régime entre guillemets favorable de l'auto-entrepreneur. Trouvez l'erreur. Nous condamnons la taxation des dividendes des petites sociétés, ce qui traduit votre méconnaissance du fonctionnement de ces entreprises, souvent contraintes par les banques à disposer de capitaux propres pour avoir accès au crédit. Nous vous demandons de revenir sur la suppression de l'assiette forfaitaire sur les cotisations patronales versées par les particuliers employeurs. Cela revient à une hausse de 20% du prix de l'heure de service des emplois à domicile. Les effets sur le pouvoir d'achat des salariés à faible revenu seront désastreux. C'est un secteur entier que vous cassez, alors qu'il avait permis la création de centaines de milliers d'emplois, y compris en sortant de certains de ces emplois de la clandestinité. Vous réenclenchez par là la spirale du travail au noir et donc des pertes de recettes fiscales et sociales. L'article 15 de ce texte restera de triste mémoire. Si vous vous obstinez à l'adopter dans sa formulation actuelle, et s'il y a bien un article qu'il faudrait revoir dans ce texte, je proposerai que cela soit celui-là. Nous sommes contre l'assujettissement au forfait social des petites indemnités de rupture conventionnelle et nous sommes évidemment contre la hausse de la contribution tarifaire d'acheminement du gaz et de l'électricité. Et plus insidieusement, nous nous opposons à l'augmentation des cotisations de retraite pour la fonction publique hospitalière et territoriale parce qu'elle aura aussi, à un moment ou à un autre, sa traduction sur la facture des impôts locaux. Alors, l'injustice fiscale pourrait être compensée par le caractère innovant du projet. Eh bien, ce n'est pas le cas. La politique de santé ne s'engage nullement sur une nouvelle voie, fiscalité comportementale comprise, et ne révèle ni votre intention, ni votre nouvelle invention. D'ailleurs, vous nous promettez pour le début de l'année prochaine une grande réforme de structure de la santé, CQFD. Vous nous dites que votre choix s'est organisé autour de quelques axes majeurs. Regardons ça de près une dernière fois. Premièrement, vous nous dites vouloir réaffirmer le rôle et la place de l'hôpital dans notre système de santé, qui ne vous approuverait pas. Mais vous n'y parviendrez pas en remettant en cause la tarification à l'acte dans les hôpitaux et la suppression de la convergence tarifaire instaurée par la loi HPST. La facture sera de 150 millions d'euros l'année prochaine. Et ce n'est pas en faisant de l'hôpital une sorte de Bastille que vous le ferez évoluer et prendre la place qui doit être la sienne. Mais cette place, au fond, vous ne la définissez pas parce que c'est un peu délicat, effectivement, pour vous de mélanger les genres et de dire que la force de l'hôpital repose sur la force de la médecine libérale. C'est difficile pour vous de sortir des dogmes en faisant de l'ensemble de l'offre médicale et médico-sociale sur un territoire, au-delà des médecins, la condition d'un meilleur service médical, en répartissant de façon transparente les migaques et en levant finalement de substantielles économies. Au fond, vous êtes là dans des logiques de statut et non de mission, au service de projets collectifs d'amélioration de l'offre de santé. Deuxièmement, vous nous affirmez que vous mettez en œuvre une politique en faveur de la médecine de proximité, notamment pour lutter contre les déserts médicaux, mais la création de ces 200 contrats de praticiens territoriaux de médecine générale, assortis de quelques crédits consacrés au financement du travail en équipe, ne nous semble pas suffisante.
Vous semblez découvrir la nécessité pour les professionnels de santé de travailler en réseau, mais vous le découvrez bien tard pour inscrire un projet cohérent et à la hauteur des enjeux dans ce PLFSS. Troisièmement, la politique fiscale serait un axe fort de votre politique de santé. Pourtant, nous ne voyons là aucun message, aucun principe directeur, juste la recherche frénétique de ressources pour combler dans l'urgence une insuffisance rigueur. C'est peut-être là la première faiblesse de votre premier PLFSS. Pour faire face au premier sous-financement chronique de la sécurité sociale et aux nouveaux besoins de nos concitoyens, ce ne sont pas les taxations du tabac, de la bière, des boissons énergisantes ou de l'huile de palme qui vous permettront d'y parvenir. Et Madame la Présidente, une dernière phrase, nous avons besoin d'un vrai projet de financement global, cohérent et durable, pas un gloubi-boulga fiscal, mais un mode de financement, je vous fais rire Madame la Présidente, donc je vais peut-être pouvoir finir, mais un mode de financement durable et transparent. Ce texte, au fond, est d'abord l'expression d'une priorité, le tout fiscal. Il est ensuite la traduction d'une politique injuste, faire payer les classes moyennes. Il manifeste aussi une préférence pour des réponses ponctuelles à des solutions non anticipées plutôt qu'à des réformes structurelles qui demeurent à l'état d'évocation. Pour ces trois raisons, et je vous remercie Madame la Présidente, compte tenu de l'absence de tout mouvement significatif depuis le début des navettes nombreuses de ce PLFSS, le groupe UDI votera contre ce texte.